Radio J. Radio J. Le 6-9, Kevin Derblum. Vous êtes bien sur Radio J, il est 7h40 et à 7h40 aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Juffa de la Metula News Agency au micro d'Éléonore Claude. Bonjour Stéphane Juffa. Alors on l'a vu ce matin à la une de l'actualité, c'est bien sûr cette annonce de l'annulation des frappes prévues par les Américains sur l'Iran. Est-ce que l'Iran aurait pu encaisser encore de telles attaques ? Le Koweït a encore intercepté des drones iraniens hier. Plusieurs ambassades dans la région ont mis en garde leurs ressortissants contre une escalade qui aurait pu paraître inattendue. Comment vous lisez cette réaction iranienne qui finalement se dit toujours prêt à encaisser les coups, mais là, les États-Unis retiennent leur coup après une demande apparemment des chefs d'état-major iraniens. Bonjour Éléonore et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio J. Oui, c'est la 4e fois que le président Trump annule une attaque prévue et là, tout était vraiment prêt pour attaquer l'Iran, pour attaquer surtout les points, les bases dans le détroit d'Ormuz et également les sites nucléaires. C'est aujourd'hui les deux sujets principaux centraux de la dispute, du contentieux entre l'Iran et ses ennemis. La raison invoquée par Donald Trump, c'est qu'il y a des progrès dans les discussions entre Oman et l'Iran au sujet de l'utilisation du détroit d'Ormuz. Et l'exigence des États-Unis, l'exigence répétée dans son annonce par Donald Trump, c'est un passage totalement libre et gratuit pour les pétroliers dans le Golfe arabo-persique et également en démantèlement des capacités nucléaires et du projet de bombe atomique. Donc la décision, elle ne vient pas de l'Iran, elle vient des États-Unis et l'Iran a une tactique assez intéressante, assez nouvelle, c'est-à-dire que l'Iran prend des coups suffisamment importants pour que n'importe quel autre pays sur la planète et cessé se soit rendu ou ait œuvré au moins vers un cessez-le-feu, vers un arrêt des hostilités, ce qui n'est pas le cas de la junte au pouvoir, de la junte théocratique au pouvoir à Téhéran, qui veut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui encaisse les frappes sur son industrie militaire, sur ses missiles, sur ses sites nucléaires. Et tous les jours, on l'a vu, Éléonore, dans le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire que toutes les batteries de missiles, toutes les batteries côtières, toutes les troupes qui y sont situées reçoivent chacune son lot d'attaques américaines quotidiennes, ou plutôt nocturnes. Et ça ne fait rien. C'est-à-dire que la résilience théorique, c'est un nouveau concept stratégique qui signifie que on est résilient, on meurt. Les trois premières rangées de dirigeants politiques, militaires et scientifiques iraniens sont tous morts. Et il y a une nouvelle volée de dirigeants qui se présentent, qui sont prêts à faire le travail, et ils le font toujours dans la même ligne, c'est-à-dire qu'ils peuvent mourir, ils peuvent perdre leurs avantages. Enfin, le plus grand avantage, c'est bien sûr la vie, et ils continuent à résister, ils continuent à s'opposer aux exigences américaines, Éléonore. Vous parlez d'une nouvelle tactique, un peu jusqu'au boutiste finalement, mais jusqu'à quand l'Iran pourra encaisser finalement ces frappes, puisque des infrastructures ont été détruites. Donald Trump a parlé encore hier soir d'un arsenal qui s'amenuisait côté iranien. Comment l'Iran arrive à tenir aussi longtemps ? Moi, c'est la question que je me pose. On se la pose tous. En fait, tant qu'on est vivant, tant qu'on peut parler, tant qu'il nous reste suffisamment de gens qui nous suivent et de l'argent
pour les payer, je ne sais pas où ils le trouvent non plus, eh bien, on peut continuer à se disputer avec tout le monde, y compris avec la plus grande puissance militaire et économique au monde. Il faut quand même le répéter à nos auditeurs téléspectateurs, la puissance de l'armée américaine, c'est la somme de toutes les autres armées du monde fois 2. C'est absolument phénoménal. Donc oui, ils baissent la tête, et ils baissent la tête au niveau de leur doxa, au niveau de leurs croyances religieuses, la fameuse croyance chiite. Et on ne doit pas être totalement surpris, parce qu'on connaît ces parades lors desquelles des milliers d'hommes s'auto-flagellent avec des chaînes ou avec des fouets. Donc c'est quelque part la mise en exergue de la souffrance. Plus on souffre, plus on devient pur. Plus une forme de martyr. C'est le martyr, c'est exactement le martyr, mais c'est le martyr auto-infligé. C'est-à-dire que c'est comme si on cherchait le martyr. D'autres régimes, et on l'a vu, dans la région notamment, résistent, font montre de cette résilience, mais ils vont pas s'offrir pour mourir. En Iran, c'est comme s'ils se présentaient sur une terrasse en disant on est là, on ne veut pas la paix, on veut notre arme nucléaire, notre bombe atomique, le détroit d'Ormuz est à nous, le golfe arabo-persique est à nous, on va percevoir des droits de passage, et en plus on tire non pas sur les bateaux, ça aussi il faut bien le comprendre, non pas sur les pétroliers qui passent près des eaux territoriales iraniennes pour entrer dans le golfe arabo-persique. Il y a 2 chenaux dans le détroit d'Ormuz, 2 passages, parce que les fonds sont très hauts. On ne peut pas passer partout avec les pétroliers. Il y a 2 canaux, en fait, un du côté iranien, un du côté omanais, et c'est par là que les gros bateaux peuvent passer. Maintenant, que les Iraniens se disputent pour les bateaux qui passent dans leur canal, dans leur chenal, on peut à la limite le comprendre, même si ce sont des eaux internationales et qu'il y a plein de chartes qui définissent la liberté de passage. Mais là, ce qui est étonnant et ce qui est révoltant, c'est que les Iraniens tirent sur les bateaux qui passent du côté omanais, à quelques centaines de mètres de la côte omanaise, ce qui n'a rien du tout à voir avec l'Iran. Il n'y a pas de revendication territoriale à cet endroit-là, mais simplement l'Iran déclare que tous les bateaux doivent passer de son côté et doivent payer un droit de passage parce que le détroit d'Ormuz est iranien. C'est totalement arbitraire. Ça n'ouvre la voie à aucune possibilité de s'entendre avec eux, mais c'est leur position, c'est cette position victimaire, et c'est cette position qui dit allez-y, on n'a pas peur, vous pouvez continuer à frapper, de toute façon, ça ne changera pas. Et dans ces constances, il y a quelque chose qui désarçonne un peu les négociateurs américains, on le voit, ils n'ont pas l'habitude de négocier avec des gens qui n'ont, entre guillemets, rien à perdre. Et ils savent pas exactement comment prendre les choses. La preuve, c'est la 4e fois que cette immense armée, et l'armée israélienne également, se prépare à frapper. Et à la dernière minute, il y a sûrement eu une concession de façade de la part des Iraniens. À la dernière minute, on arrête tout. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement comment négocier avec ces gens, avec ce régime. Il y a un dossier essentiel, surtout pour Israël, et puis qui est au cœur des discussions. Vous l'avez évoqué, c'est la menace nucléaire iranienne. Où en est-on de cette menace nucléaire ? Est-ce que les relations entre Israël et les États-Unis se poursuivent? On a vu une réunion mardi dernier. Est-ce que ça reste toujours à l'ordre du jour, un point majeur des négociations en cours? Et est-ce il y a des craintes sur cette menace nucléaire? Et comment, et pas seulement au niveau des États-Unis et d'Israël, mais du vôtre aussi. Aujourd'hui, l'Iran a des missiles balistiques qui sont totalement capables d'atteindre Paris, Bruxelles, même Londres. Et ils sont pas loin d'obtenir la bombe atomique. La crainte stratégique, elle doit être présente dans le système et dans le cerveau de tous les leaders européens et mondiaux. Et l'Iran n'est pas loin. Et surtout, ce qui inquiète énormément, c'est que les travaux ont repris sur ces sites nucléaires, Éléonore.
Et on a vu sur les images satellites, on l'a publié d'ailleurs à la MENA, on a tout à fait vu qu'on est en train de restaurer ses capacités d'enrichissement, également les sites de weaponization, c'est-à-dire là où on conçoit, on construit la bombe atomique. Donc il y a eu mardi dernier un étonnement de la part des États-Unis. Les Israéliens sont venus à Washington pas les mains vides. Ils ont amené des évidences qui montrent que l'Iran avance. Je ne connais pas les évidences, mais il est absolument certain que les Américains, à commencer par le président Trump, ont été surpris de ce que les Israéliens leur ont montré. Il a dit avant la réunion, tout ce que vous savez, nous le savons aussi. À la limite, vous n'avez pas besoin de venir. Mais en fait, on a vu que c'était pas vrai et on a réussi à les surprendre avec des informations du renseignement très détaillées et qui ont fait peur aux États-Unis et qui ont amené cette préparation à une attaque. Et oui, il va falloir se débarrasser de la menace d'une bombe atomique, soit par la négociation, mais on voit pas depuis Israël comment c'est possible, parce que si ça avait été la volonté des Iraniens, ça aurait été chose faite depuis longtemps. Et sinon, il va falloir intervenir militairement. Et pour nous, ici, ce n'est que partie remise, parce que visiblement, les Iraniens n'ont aucune intention ni de se séparer de leur programme de bombe atomique, ni des missiles balistiques, et ils n'ont pas non plus la moindre intention, et ils l'ont pas manifesté en tout cas, de laisser passer les pétroliers dans le Golfe arabo-persique. Et il y a ce jeu, Éléonore, ce jeu parallèle du prix du pétrole, c'est-à-dire que dès qu'il y a une résistance du côté iranien, on voit le pétrole passe en gros de $70 le baril à plus de 100, on arrive même à 120. Et puis maintenant, il y a une accalmie et vous allez voir, dès l'ouverture des marchés demain, vous allez voir le pétrole qui va redescendre dans la zone des 70, $70 le baril. Et c'est sur ce jeu, c'est une des cartes qu'utilise le régime iranien. C'est très intéressant. C'est-à-dire que le régime iranien sait au moins où ça fait mal au monde, à l'Occident, suivant ce qu'elle fait. Et puis nous, on n'était pas prêts. C'est-à-dire que Israël et les États-Unis, la faute est aux deux, sont intervenus au début de cette confrontation avec l'Iran, sans préparer une possible réoccupation, occupation des rives du détroit d'Ormuz, et c'est à peine compréhensible. L'armée iranienne, c'est pas la 10e ni la 50e meilleure armée du monde. Avec un peu de préparation, on aurait tout à fait pu prendre cette situation en compte. Et puis c'est pas fini, puisque le détroit de Bab el-Mandeb aussi est menacé cette fois par les Houthis, proxy de l'Iran. Donc c'est quand même un vrai levier pour mettre en difficulté les opposants. Je voulais qu'on parle aussi du Hamas, alors qui aurait accepté l'accord de désarmement avec une entente en 15 points proposée par le Conseil de la paix de Donald Trump. Une période, 14 jours, pour fixer un calendrier, puis un désarmement qui pourrait prendre entre 200 et 350 jours. Est-ce que c'est un calendrier réaliste? Parce qu'on l'a vu, toujours pas de réaction officielle d'Israël, mais en tout cas, quelques voix qui se sont élevées pour dénoncer cet accord. Il y a des gens aussi en Israël qui veulent pas d'accord, qui veulent la guerre à outrance, qui utilisent des termes que nous, les experts en stratégie, ne connaissons pas, c'est-à-dire le démantèlement ou l'anéantissement complet, que ce soit du Hamas ou du Hezbollah. C'est des choses qui ne sont pas réalisables. Ce sont des choses qui sont également de notre côté, qui sont issues d'une doxa de gens qui pensent à un suprémacisme juif. Ça existe aujourd'hui en Israël. Nous avons en Cisjordanie ces attaques de pogromistes, ces assassinats de civils avec lesquels le gouvernement a énormément de peine à se mesurer, ou n'a pas du tout l'intention, surtout à quelques semaines des élections, alors que la sympathie de l'extrême droite pour ces groupes de tueurs. Ce sont des gens qui font des descentes dans des villages et des villes et qui les font pour brûler les récoltes, pour voler les troupeaux et pour tuer ces gens. Donc c'est une composante du côté israélien
qu'il faut prendre en compte. On peut se voiler la face, on peut ne pas regarder, mais c'est pas ça qui va changer la réalité des choses. Alors à Gaza, on a ce courant qui dit non, on ne veut en aucun cas cesser le combat. Il faut annihiler le Hamas. Et ceux qui disent annihiler le Hamas, c'est en fait annihiler les Palestiniens, annihiler toute représentation palestinienne. Et ils envoient régulièrement des civils hédénistes, des gens extrêmement religieux, actifs, politisés, pour soi-disant s'emparer de terre pour y monter des implantations. Ils le font en mettant en danger, bien entendu, la vie des soldats, et c'est leur manière de voir l'avenir de Gaza. Mais de manière plus prosaïque, Israël fait le ménage avant l'entrée en vigueur de ces mesures en vue d'un cessez-le-feu, tire beaucoup pour éliminer des chefs militaires, donc pas. On l'a vu encore hier soir, des nouvelles frappes, 5 personnes éliminées. Bien entendu. Après, ce sera plus possible. Donc, si ce plan est appliqué, ce qui est pas possible non plus, c'est de s'opposer aux États-Unis. On dépend des États-Unis pour tout, surtout pour l'approvisionnement en moyens militaires. Tous les pays occidentaux dépendent des États-Unis. On n'est pas en cas isolé. Seulement, ce qui nous rend spéciaux, en fait, c'est que nous sommes en guerre sur 7 fronts et qu'on a absolument besoin de ce soutien logistique. Donc, on sera de toute façon obligé d'être d'accord de leur accorder du crédit à un bémol près ou à une condition près. Les Américains ont bien expliqué que le premier à devoir agir, c'est le Hamas, qui doit désarmer, non seulement désarmer, se séparer de ses armes lourdes, mais également de ses armes de poing. Le Hamas doit avoir 0 armement. Et les confier à qui ? Parce qu'il a été évoqué que les armes pouvaient être confiées au NCAG, enfin au gouvernement technocratique palestinien, les sortir. Est-ce que c'est possible, ça ? Est-ce que c'est envisageable ? C'est totalement impossible. Et puis, c'est nous qui détenons la clé, c'est-à-dire que tant que les choses ne sont pas réalisées telles qu'elles ont été exprimées, telles qu'elles ont été posées sur le papier par ce comité de paix, par les Américains, en fait, tant que les conditions ne sont pas remplies, Israël ne fera rien, n'a pas non plus à le faire. C'est très bien spécifié. La première phase, c'est la remise des armes à ce comité, à ces forces internationales, et pas à un soi-disant gouvernement technocrate qui serait le Hamas sous une autre casquette. Ça nous intéresse pas et on le fera pas. On domine aujourd'hui 60% du territoire de Gaza. Et la simple chose à faire, à la place de parler, de tergiverser à gauche et à droite, c'est jamais trop bon de trop parler, surtout quand on parle à ses adversaires. Là, c'est très simple. On dit oui à ce plan. Si le Hamas se départit de toutes ses armes, eh bien, on n'a pas de problème pour effectuer un nouveau retrait. Je dis pas se retirer immédiatement jusqu'à la frontière, mais disons à 1% du territoire de Gaza pour voir comment ça se passe. Et si ça se passe bien, parce que personne, aucune nation peut rester en paix de manière perpétuelle en conflit avec tous ses voisins. Ce qui nous manque et ce qu'on attend des résultats de ces élections, c'est vraiment un gouvernement, c'est vraiment une classe politique qui veut aller vers des changements sur le terrain. Les Libanais, à part le Hezbollah, ne demandent pas mieux que faire la paix avec nous. Les Syriens attendent qu'on s'asseye avec eux et puis qu'on se retire de certains territoires qu'on occupe là-bas pour faire la paix avec nous. Ils le désirent ardemment. Ils en ont besoin. C'est pas qu'ils sont tombés amoureux de nous. Léonore, le coup de foot, ça n'existe pas en matière stratégique. Mais ils en ont besoin. Ils veulent des investissements. Ils veulent développer. Il y a tout à reconstruire en Syrie. Et puis Gaza également. Il y a plein de pays, de régimes qui, pour une fois, c'est pas arrivé depuis longtemps. C'est jamais arrivé que les Saoudiens déclarent officiellement qu'ils veulent faire la paix avec nous. C'est pas arrivé depuis les années 80 que le Liban, que le président libanais, que le premier ministre libanais, que toute la classe politique déclare oui, on veut faire la paix. Ça y est à la même table, bien sûr. Une dernière question, Stéphane Juffa. Vous l'évoquiez, cet impact finalement de plusieurs fronts ouverts et notamment des décisions qui sont prises à Gaza sur les prochaines élections, sur la campagne de Benyamin Netanyahou, qu'est-ce que ça représente ? Parce qu'on le voit bien, Gadi Eisenkot prend de l'ampleur, commence dans les sondages à dépasser le parti du Premier ministre actuel. Est-ce que pour lui,
accepter un tel plan, ce serait un échec ou une victoire politique ? C'est une question assez complexe. En fait, ce que les gens aiment chez Eisenkot, chez Gedi Eisenkot, c'est que c'est d'abord quelqu'un de propre, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de pas corrompu, c'est quelqu'un qui a perdu son fils à la guerre, pendant que les enfants d'autres leaders, suivez mon regard, boivent des bières et s'éclatent à Miami sans faire leur service militaire. C'est de la désertion. C'est le rouge et le noir, le bleu et le blanc on peut dire ce qu'on veut d'Eisenkot, c'est une personne qui est totalement honnête, qui a des états de service impeccables, qui est aussi marocain, Léonore. Ce serait le premier ministre marocain de l'histoire d'Israël et ça changerait énormément de choses. Merci beaucoup Stéphane Juffa. Je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la MENA, spécialiste de la diplomatie régionale au Proche-Orient notamment. Merci beaucoup, à bientôt.